Vous l'attendiez depuis des mois, voici le premier journal des fouilleurs. Dans cette émission mensuelle, nous traiterons de numismatique, d'identification de trouvailles, de tests de détecteurs et nous prodiguerons des conseils de nettoyage et bricolage. Il y aura aussi des interviews, des thématiques originales comme celle des détecteurs vintage. Nous vous présenterons bien évidemment les plus belles trouvailles du moment et les dernières nouveautés et nouvelles du monde de la détection. Nous voulons que cette nouvelle émission soit divertissante et enrichissante. Notre but ici est de vous proposer un tour d'horizon didactique du monde de la détection et ce, sur toutes ses facettes. Ce journal, c'est enfin votre émission. Vous pouvez donc nous envoyer vos vidéos et trouvailles et tests. Pour cela, rendez-vous sur notre forum et nous vous expliquerons comment faire. Et pour ce premier numéro, nous vous avons préparé une surprise puisqu'il se déroule depuis l'Angleterre, qui est connue pour être le paradis des prospecteurs. Voici le sommaire. Le bilan du Weekend Wanderer, le plus grand rallye du monde. Ensuite, on vous présentera tous les métaux que vous pouvez trouver en détection. Et enfin, on finira par l'interview d'un nouveau nom de la détection, Prospector Shop. Mais avant de retourner sur notre reportage, tout de suite les news. La première nouveauté de ce mois-ci concerne les possesseurs de détecteurs qui sont assez lourds ou mal équilibrés, type Garrett ACE 250, ou les détecteurs on va dire type TDI, GPX 4005 de Minelab, CTX 3030, Excalibur, détecteurs qui sont lourds. Et ben Minelab, pour tous ces gens-là, a eu la bonne idée d'inventer le ProSwing 45. C'est un harnais qui vous permet de tout simplement limiter les douleurs que vous avez à la fin de la journée au niveau du bras. C'est un petit peu une version évoluée de la sangle universelle que tous les magasins vendent depuis quelques années. Sauf que là, on a toute la technologie Minelab dans un harnais. Ça s'adapte parfaitement au corps avec la technologie W8, les G-Studs, c'est pareil. On a aussi 8 pochettes qui permettent de mettre soit une bouteille, le ProFind. Si vous avez un CTX 3030, on peut aussi y mettre l'émetteur pour le casque sans fil. C'est vraiment une très belle évolution, c'est compatible avec tous les détecteurs. Dès que vous avez un détecteur qui est un peu mal équilibré, un peu lourd, si vous avez des douleurs au bras, des tendinites, ce harnais est fait pour vous. Le ProSwing 45 est vendu 119 € à la boutique du fouilleur, c'est un prix public. Ce mois-ci, nous n'avons pas qu'une seule nouveauté, mais deux nouveautés Technetics. Alors vous vous souvenez souvent, on avait des petits problèmes de protection pluie chez Technetics. Soit elles s'arrachaient, soit elles étaient de mauvaise qualité, soit elles s'en fichaient mal. Ils les ont déjà changées 2 fois. Et bah figurez-vous que maintenant, depuis cet été, on a un tout nouveau modèle en néoprène. Alors l'avantage du néoprène, c'est simple, ça s'étire, donc ça s'en fiche et ça s'enlève très facilement sur votre détecteur. C'est aussi 100% étanche parce que le néoprène, c'est un peu la matière qu'on utilise pour plonger. Donc c'est le premier fabricant à utiliser ce genre de matériaux pour protéger les boîtiers de contrôle. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vendu 29 €. Ça existe d'un côté pour les 2000, 4000 et 6000. Ça existe aussi pour les 8000 et G2. Donc les 8000 et G2, il y a un petit trou ici et ici. Et ça existe pour les T2, donc c'est-à-dire pour le T2, c'est un double boîtier, un sur l'écran et un pour le compartiment à pile. C'est vendu 29 € uniquement à la boutique du fouilleur. La deuxième nouveauté de ce mois-ci, c'est tout simplement une pochette à trouvailles. Ça fait longtemps que on nous en demande. Pour l'instant, il y avait Tesoro qui en faisait, Garrett aussi. Alors celle-ci, elle est intéressante parce que vous avez la ceinture qui est livrée avec. Ça peut se régler comme vous voulez. Elle est couleur camouflage, donc c'est assez à la mode. Et il y a 2 compartiments. Un pour les trouvailles et un pour les déchets. Donc voilà, ça aussi, c'est vendu 29 €. Vous connaissez tous les pelles Invader et Bigfoot de la marque Black Haddock, ce sont les pelles anglaises noires. Voici la dernière évolution, c'est la pelle Maximus. La pelle Maximus, tout simplement, elle a été designée pour, on va dire, se débarrasser un petit peu des pelles drappeurs qu'on voit apparaître sur le marché, mais qui ne sont pas d'une super qualité. Donc, faut savoir que la pelle Maximus reprend exactement les mêmes dimensions. Elle fait 68 cm par 22 par 14, sauf que elle est d'une meilleure qualité. On peut voir l'épaisseur du tube, c'est très résistant, ça tient dans les grands sacs, le manche est en plastique donc ça casse pas et si jamais ça cassait, vous pourriez le changer de toute façon. C'est vraiment la meilleure pelle qu'on ait en stock et ça ne vaut que 29 €. Autre nouveauté, Garrett sort un nouveau détecteur, ça s'appelle l'ATX, en fait il dérive de l'AML 1000 qui était leur détecteur de mine sorti il y a 3 ans. Pourquoi Garrett sort ce nouveau détecteur? C'est simple, c'est tout simplement pour s'attaquer au marché de l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2008, il y a une fièvre de l'or en Afrique. Ça a commencé au Soudan en 2008, puis en 2012 avec la Guinée et le Mali. Cette année, c'est le Tchad.
Donc c'est un marché énorme, ce sont des dizaines de milliers de machines qui sont vendues. Pour l'instant, il n'y avait que 2 marques qui étaient présentes sur ce marché, à savoir Minelab avec le GPX 5000 et on a aussi Technetics avec les T2 et les G2. Et Garrett arrive sur le marché, propose son détecteur d'or. C'est un détecteur à induction pulsée qui est beaucoup plus simple à servir qu'un GPX 5000 par exemple, mais surtout qui coûte 2 fois moins cher. Alors qu'un GPX 5000 est vendu dans les 5000 €, on va dire qu'un ATX dans sa version de base sera vendu 2500 €. Il y a aussi une version avec un disque de 50 cm et une mallette de transport prévue à 2995 €. Côté innovation, la canne est entièrement rétractable. L'appareil est aussi étanche à 3 mètres, donc c'est une révolution. C'est la première fois qu'il y a ça, c'est-à-dire un détecteur d'or natif étanche à 3 mètres. Donc on peut s'en servir bien sûr en Afrique, en Australie pour aller chercher de l'or, donc ça ne concerne pas beaucoup de monde. Mais par contre, là où ça risque de vous intéresser, c'est qu'on peut aussi s'en servir à la plage et ça a l'air vraiment très intéressant vu que Garrett se vante d'avoir des performances légèrement supérieures à celles du GPX. Donc ce sera en test à la boutique du Fouilleur fin octobre. Vous pouvez dès aujourd'hui les précommander, on vous proposera une remise si vous le précommandez à la boutique du Fouilleur. Rendez-vous en octobre pour le test. Et puis enfin pour finir, vous savez qu'en 2008 le Fouilleur a été le premier à lancer son portail vidéo, c'est-à-dire qu'on a mis à peu près une vingtaine de vidéos tout de suite qui ont eu un grand succès, et puis disons que nous n'avons plus trop eu le temps d'en faire et on s'est remis à peu près à en remettre en 2010 et là ce fut un grand succès puisqu'au total nos vidéos ont été vues plus d'1 million de fois. Donc on vous fait généralement des sorties de détection assez originales on dira, dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude de faire. Dans les puits on vous montre des outils qui peuvent vous aider et on fait bien entendu des tests de détecteurs et de disques. Toutes ces vidéos, il y en a une cinquantaine, on vient de les mettre en ligne sur une nouvelle interface qui s'appelle Le Fouilleur TV, mais cette fois en HD. Donc vous pourrez y accéder au moment où vous verrez cette vidéo. Tout sera regroupé en un même endroit. Pour ceux qui sont fans des réseaux sociaux, vous pouvez retrouver ces vidéos sur notre page Facebook, bien entendu, sur notre page Twitter, mais aussi sur notre compte YouTube, sur notre compte Dailymotion et sur notre nouveau compte Vimeo qui propose toutes ces vidéos en HD. Pour retrouver notre nouvelle section, tapez www.lefouilleur.com/TV. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. 1,000 people in the street, singing songs and carrying signs. Nous voici arrivés à l'hôtel, nous sommes à Membury, à 30 km du lieu du rallye. Il y a 18 Français, c'est super convivial. On est vendredi, on va partir pour 3 jours de bonheur. C'est parti! Saw you the other day, looking so undermined, acting like it wouldn't happen, making sense of anything that you could find, because it's just about to happen, and you'll be there. Must have known the storm was coming when the clouds appeared.
La conception anglo-saxonne des rallyes est à l'image de leur conception de la détection, à l'opposé de celle des Français. Chez eux, on ne recherche pas des jetons pour trouver de simples détecteurs. Non, on détecte simplement pour les trouvailles en discutant avec d'autres passionnés et pour faire avancer la connaissance historique de l'endroit détecté. Ce qui est génial, c'est que les archéologues là-bas, ils collaborent avec les prospecteurs. Ils tiennent même un stand sur lequel nous venons déclarer nos trouvailles et les pointer sur la carte de rallye. Mais là-bas, aucune crainte, contrairement à la France. Ces trouvailles nous sont ensuite restituées quelques heures plus tard. Encore mieux, vous pouvez ensuite les retrouver sur Internet dans la base de données participative des archéologues anglais. Concernant le site, c'est absolument génial, c'est énorme. Il est réparti en une quinzaine de champs numérotés. Nous y sommes allés avec des T2, des G2 et des redoutables, compte tenu de la nature du terrain difficile et des trouvailles potentielles. Des pièces médiévales, antiques, les archéologues nous avaient prévenus. Donc il fallait des 14 ou des 18 kHz. On a rencontré quelques Anglais qui ont fait de belles trouvailles, comme ce monsieur qui a trouvé un morceau de hache de l'âge du bronze, qui est une trouvaille qui date entre 2500 et 3000 ans. Et puis cette dame qui a trouvé cette magnifique fibule ciselée, cruciforme romaine du 3e siècle. Elle est superbe et elle intrigue les archéologues. Outre les sympathiques trouvailles de nos amis corses, on a surtout ramassé des tonnes et des tonnes de douilles cette année. I'm from Leeds, England. I'm Dutch. We're English. I'm English. I'm British. I'm Georgia from Corsica, and this is my code. We are the first stage in recording finds with the Portugal Antiquity Scheme. People bring what they have found to us, and we have a look at what they found, and if it is something that needs to be recorded on the national database, then we will ask them if they can record on a map where they have found it, and we give them a number that is their receipt for when they pick up the finds. Cette année, hélas, moins de trouvailles pour les archéologues à référencer. Côté français, notre groupe s'en est quand même bien sorti avec quelques belles monnaies, des pennies en argent, des fibules, mais aussi cette magnifique monnaie du XIe siècle frappée par un roi saxon. Après ce reportage, vous aurez sûrement compris pourquoi les rallyes anglais sont les meilleurs rallyes au monde. Maintenant, il est temps de vous expliquer les différents métaux qui composent les monnaies que vous trouverez en détection. Ceci vous permettra de mieux les identifier et surtout d'avoir moins de problèmes de nettoyage. Avant d'aborder dans la prochaine édition un premier type de monnaie ou artefact, il nous apparaît crucial de vous présenter les différents types de métaux que vous êtes susceptibles de trouver avec un détecteur. Ceci a pour but de vous aider à identifier vos trouvailles, à les nettoyer et à ne pas trop régler votre discrimination trop haute, ce qui vous amènerait à manquer certaines cibles. Les métaux comme le cuivre ou l'or, l'argent et l'électrum sont utilisés dès le néolithique. C'est à une période qu'on appelle le chalcolithique. C'est utilisé parallèlement à l'utilisation de la pierre. À cette époque, les métaux sont travaillés à partir de leur forme native par martelage à froid ou à chaud, c'est-à-dire ce sont des pépites, et ce pour réaliser des petits objets généralement d'apparat comme les bijoux. Les voici classés par leur conductivité, le bronze, l'argent, le billon, l'or, l'électrum, le potin, ainsi que d'autres alliages et métaux moins importants. On va donc commencer par les plus conducteurs, le bronze. Le bronze, c'est le nom générique des alliages de cuivre et d'étain. On trouve de nombreux artefacts et monnaies en bronze dès l'Antiquité, comme les sesterces, jusqu'à nos jours, les Napoléons 2, 5 et 10 centimes. C'est un métal qui a une forte conductivité entre 70 et 90. La couleur de la patine est verte ou rouge si c'est trouvé dans le désert. Le cuivre. Les monnaies de cuivre sont les plus répandues. On trouve les liards, les deniers, les doubles tournois. Sans oublier de nombreux jetons dont la conductivité est supérieure à 70. Le vert de gris est l'oxydation naturelle du cuivre. Comme pour le bronze, il faut prendre soin de préserver la couche de verre en la nettoyant, car elle donne de la valeur à la monnaie. Une monnaie frottée, trop nettoyée, ayant perdu sa patine, perd une grande partie de sa valeur. L'argent. S'il est pur, c'est le métal avec la conductivité la plus forte. Généralement plus de 80, sa patine est noire. À toute époque, des monnaies en argent ont été frappées. En période de pénurie, ou plutôt que battre monnaie, le teneur en argent était limité. Ainsi, dès l'Antiquité, le billon est apparu. Le billon, c'est un alliage d'argent et de cuivre, contenant environ 50% de cuivre, une teneur variable en argent et auquel on ajoute 5% de plomb. Quand vous nettoyez des monnaies en billon, il est important de ne pas utiliser de solution chimique et de préférer une méthode manuelle comme le stylo nettoyeur. En effet, croyant à une monnaie en argent, de nombreux débutants nettoient des billons au vinaigre noir, pire avec des produits plus abrasifs comme le Silite Bang. Dans ce cas, la solution devient noire. C'est la couche d'argent qui est tout simplement partie. Ne reste alors que la couche de cuivre. La monnaie est détruite. Les monnaies en billon sont bien entendu plus fines et plus légères que les monnaies en argent. Elles sont surtout très répandues au Moyen-Âge jusqu'à Napoléon Ier et ses 10 centimes en billon.
La conductivité est bien moindre puisqu'elle est de 60 à 70. L'or, c'est le métal que tout prospecteur rêve de trouver. Même s'il est très conducteur, on sent ça par exemple dans les connectiques de Hi-Fi, sa rareté fait que la plupart des monnaies frappées à travers les époques sont fines ou petites. Elles sont donc très difficiles à trouver car sonnant mal avec la plupart des machines. La conductivité dépend alors de la nature de la pièce, de sa taille, de la profondeur, de son orientation dans le sol. Elle est généralement comprise entre 40 et 70. Certaines monnaies en or très petites comme les triens mérovingiens ont une signature très proche du fer. On a même vu un triens indiquer 42 alors qu'un objet en fer indique lui 39. Attention donc à ne pas régler trop votre discrimination si vous ne voulez pas manquer l'or. Les prospecteurs de plage qui traquent les bijoux en or sur les plages ont d'ailleurs l'habitude de travailler en mode tout métaux afin de ne rien manquer. L'électrum. L'électrum, c'est un alliage composé d'or et d'argent rencontré à l'état naturel dans des proportions variables. En numismatique et en histoire de l'art, le terme désigne également un alliage artificiel. Très prisé pendant l'Antiquité, il a servi pour frapper monnaie en Lydie et en Grèce. Les Égyptiens déjà s'en servaient pour décorer leurs bijoux, leurs armes, leurs objets funéraires, leurs statues et même le sommet des obélisques et des pyramides. Les Gaulois, ceux qui nous intéressent, ont aussi frappé de nombreux statères en électrum. Là aussi, la conductivité est assez basse, entre 50 et 70. Même s'il ne faut pas trop se fier à la conductivité, on vous donne quelques indices. Le potin. Le potin, c'est un alliage de cuivre, d'étain et de plomb avec parfois des traces d'autres métaux, largement utilisé par les peuples gaulois pour fabriquer leurs monnaies et certains objets comme les rouelles. Les pièces de monnaie en potin étaient le plus souvent collées et non frappées. Cette monnaie gauloise était principalement utilisée dans le nord des Gaules. L'alliage, ici le potin, a donné le nom à la monnaie, puisque la monnaie s'appelle du nom de l'alliage, le potin. L'alliage traditionnellement utilisé en France pour la fonte des cloches est composé de 70% de cuivre et 22% d'étain. Et on l'appelle aussi familièrement le potin, rien à voir avec la monnaie gauloise, mais c'est le même nom. On peut aussi l'appeler l'airain, c'est le terme donné par les fondeurs de cloches. Le métal de cloche a aussi servi à frapper de nombreuses monnaies bien plus tard, par exemple pendant la Révolution, comme les monnaies de 2 sols ou de 12 deniers de Louis XVI. Pour tous ces alliages difficiles à trouver, le potin, le billon, l'électrum, ainsi que pour les petites monnaies en or, mieux vaut un détecteur de 14 ou 18-19 kHz. Travailler avec un niveau bas de discrimination est aussi souhaitable. À partir du 19e siècle, de nouveaux alliages et métaux sont utilisés comme l'aluminium, le bronze alu qu'on retrouve dans les Mariannes et les chambres du commerce, le zinc pour les 10 centimes états français, le cupro-nickel, c'est par exemple le centre d'une pièce en euros ou la 10 francs Turin, le maillechort, qui est un alliage de cuivre, nickel et zinc qu'on retrouve dans les Lindauer. Attention aux monnaies fourrées et saucées qui peuvent rendre fou l'affichage de votre détecteur. Plus rarement, certaines monnaies dites à lame ferreuse ont aussi un cœur de fer et sont recouvertes d'une fine couche de bronze. Il s'agit bien souvent de sesterces. Bon bah salut Nico et François, vous allez nous présenter votre concept. Mais je crois savoir avant tout que vous êtes des passionnés de détection. Oui, tout à fait David. Bah écoute, ça fait quelques années que nous prospectons avec le matériel du fouilleur, à savoir un Technetix G2 9V équipé d'une tête Ultimate 33 ainsi que d'un Safari équipé d'une tête 33 Ultimate également. Et la petite révolution aujourd'hui qu'on est venu vous présenter en exclusivité, ce sont justement la suppression des piles grâce à des batteries qui s'adaptent sur tous les détecteurs. Donc votre site Prospector Shop propose de faire des choses qui n'existent pas en France ou auxquelles les fabricants n'ont pas pensé. Un petit peu comme ces magasins anglais qui nous font du tuning sur les détecteurs Tesoro en remplaçant les piles de 9 volts par des montages de piles 1,5 volts, ce qui est censé donner plus de puissance. Alors parlez-nous un petit peu de ce que vous faites. Alors nous, on ne peut pas parler de tuning, hein. On peut juste parler d'amélioration en fait, ou d'optimisation. On adapte des batteries 6, 9 ou 12 volts sur des détecteurs donc, pour permettre une plus grande autonomie. 30 heures de détection et ce, à pleine puissance constante. Mais comment votre produit se démarque par exemple d'un Viab ou des anciens packs de batteries que certains magasins commercialisaient il y a quelques années hein? Alors il se démarque sur le fait qu'on utilise nos propres accus, c'est-à-dire qu'on a et on fabrique nos propres accus donc pour notre système. Donc à partir de là, on n'a plus besoin de piles 9 volts ou 1 volt 5, on supprime toutes les piles. Ah d'accord, vous supprimez les piles, donc là vous enlevez carrément un problème que tous les prospecteurs avaient depuis des années, à savoir on se demande tout le temps est-ce que notre pile est encore bonne, vous, il n'y a plus ce problème là. Tout à fait, donc on supprime totalement les piles, et ce qui nous permet donc une autonomie donc, complètement rallongée, puisqu'on parle de 30 heures de détection à pleine puissance. Ah oui, c'est-à-dire que c'est à pleine puissance,
c'est vrai qu'on, par exemple, on prend un G2, on va se dire au bout de 15 heures, on se demande toujours est-ce que le détecteur fonctionne toujours à pleine puissance. Quelquefois il va commencer à faire des faux signaux. Avec votre batterie, si j'ai bien compris, non seulement ça fonctionne plus de 20 heures, ce sera plutôt 30 heures, mais en plus ce sera à pleine puissance. Tout à fait. Pour vous donner une idée, quand la plupart des prospecteurs, quand vous prospectez, vous allumez votre détecteur, vous avez vos barres de puissance au niveau des piles. Et donc au bout de 2 heures à 2h30 de détection, vous savez très bien que ça baisse tout de suite. Donc c'est parce que les piles ne sont pas linéaires, si vous voulez. Les piles, au bout d'une heure de détection, vous perdez 10, 15, 20% en fonction du modèle de pile. Là, c'est vraiment à pleine puissance, 12 volts complètement, 9 volts tout le temps et la durée de l'autonomie entière. Donc votre solution est vraiment très intéressante parce que si on considère qu'un prospecteur, on va dire régulier, claque, on va dire un pack de piles par semaine, il y a 55 semaines, un pack de piles bas de gamme coûte 2 €, un pack de piles on va dire de qualité correcte coûte 4 €, bah ça coûte 200 €. Vous, vos packs, c'est à peu près entre 200 et 250 € et ils comprennent le chargeur, la batterie, un testeur et en plus une batterie d'avance. Et après je crois qu'il me semble qu'on n'a pas besoin de changer la batterie à chaque fois, de racheter le pack, il suffit juste de rechanger une batterie s'il y a un problème. Donc le pack est constitué donc des connecteurs donc étanches avec interrupteur et bien sûr des batteries. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe si la batterie, eh bien, en pleine forêt, elle se coupe? Parce qu'on voit par exemple des détecteurs comme le Deus, si votre batterie de casque, de télécommande ou de disque, elle se coupe, vous êtes un petit peu dans la panade. Donc est-ce que on peut faire quelque chose? Alors si vous ne disposez pas de batterie supplémentaire, vous pouvez tout à fait à tout moment repasser en pile 9 volts conventionnelle. Ah, c'est-à-dire qu'on enlève tout simplement le support pile, on remet une pile normale et ça fonctionne. Vous débranchez le système, vous remettez votre pile, soit des 1,5 ou des 9 volts, et là pareil, ça fonctionne. On peut même envisager que quelqu'un qui achète vos systèmes achète une deuxième batterie pour toujours avoir deux batteries avec lui, quoi. Voilà. C'est le pack Optimum que nous proposons à 259 €. Maintenant, pour les bourses un peu plus petites, nous faisons une proposition à 199 € avec une seule batterie. 199 à 259 €, vous ne trouvez pas que le prix est un peu excessif? Non, pas du tout. Il faut savoir que le pack permet donc d'être rechargé 1000 fois donc, par batterie. Et en plus, un prospecteur moyen donc amortit le coût des piles en moyenne en moins d'1 an. D'accord, en moins d'1 an, oui, 55 semaines, 8 piles, ça fait 200 €, ouais, il n'y a pas de problème, donc c'est vraiment très intéressant. Petite question encore, est-ce que c'est assez facile à monter et est-ce que ça se monte surtout sur tous les détecteurs? Voilà, alors notre système justement a la particularité d'être adaptable à chaque détecteur. Nous avons donc une configuration pour chaque détecteur possible et ce sans soudure. Donc vous pouvez dès aujourd'hui brancher votre pack directement sur votre détecteur et partir en détection. Donc en gros, vous remplacez la batterie de 9 volts par un espèce de petit support ou tout simplement, comme tu peux nous montrer sur ton Safari, tu remplaces le système de batterie par une fausse batterie, tu fais ressortir l'adaptateur et tu fais ressortir en fait la batterie sur la canne. C'est vachement bien fait d'ailleurs, il y a un petit système de strap et du coup ça te donne beaucoup de... On n'est pas au niveau de la détection, on n'est pas gêné au niveau des bras et la batterie est fixée et tient parfaitement bien. Alors on a un grip velcro donc, qui maintient le tout, un interrupteur et le système donc accroché au détecteur. Ah c'est beaucoup mieux qu'un VIAG parce que le VIAG déjà fallait souder, ça se montait pas sur toutes les machines. Vous c'est vraiment quelque chose que n'importe qui peut faire et oui c'est vraiment... Ça a des piles en 6 volts, en 9 volts ou en 12 volts, vous pouvez le modifier facilement, le recevoir chez vous et en 5 minutes le brancher, partir en détection. Ah c'est vraiment super, c'est-à-dire que en fait vous séparez vos packs selon le voltage, selon s'ils utilisent 8 piles d'1,5 volts ou une pile de 9 volts, c'est bien ça? Voilà, parce que le courant et l'intensité dans le détecteur n'est pas la même en fonction des modèles et donc il faut s'adapter parce que ce n'est pas universel et donc s'adapter à chaque type de prospecteur. Bon alors dans vos packs, il n'y a pas que la batterie, il y a d'autres choses bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Alors le pack comprend tout le matériel nécessaire pour recharger les batteries, c'est-à-dire un adaptateur secteur, le chargeur, et on peut aussi recharger donc ces batteries sur la batterie de voiture si un jour vous êtes coincé dans les champs et que vos batteries sont vides. Est-ce qu'il y a un testeur aussi sur la batterie? Parce qu'il y a quelques détecteurs quand même qui n'ont pas de test batterie. Alors on a un testeur donc adapté à nos batteries, ce qui vous permet de consulter en temps réel en fait
soit la consommation, soit combien il vous reste de volts dans votre détecteur. Ah donc tu as quand même le chargeur secteur, le chargeur voiture, le test. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce qui se passe si par exemple, je sais pas, hein, c'est une batterie, hein, un jour elle meurt la batterie, est-ce qu'on est obligé de racheter un pack à 200 ou 250 € ou on peut simplement racheter la batterie? Alors nous avons des batteries seules disponibles à 69 €. Ah oui, donc c'est intéressant. S'adapter sur chaque système que nous produisons. Très bien. Et pouvez-nous parler un petit peu de vos autres projets, des autres accessoires? Alors nous avons d'autres accessoires qui sont disponibles sur prospectorshop.com, notamment des attaches pour des pro-pointeurs. Ah oui, ça c'est très intéressant. Les attaches pour pro-pointeurs, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de clients à la boutique du fouilleur, même pas qu'à la boutique du fouilleur, qui perdent leur pinpointer. Et vous, c'est une espèce d'attache. Voilà, donc on a une attache avec un crampon qui permet justement de pouvoir rechercher avec le pinpoint. Et il revient automatiquement donc à sa place, donc plus de perte et voilà. C'est très ingénieux hein. Et on ne manquera pas de reparler un petit peu de tous vos projets. On a été très content de vous recevoir pour cette première interview. En fait, on a tenu à vous interviewer en fait parce que vous êtes un petit peu comme nous. Hein. Nous, c'est qu'à la boutique du fouilleur, au fouilleur, on est avant tout des prospecteurs passionnés. Et vous, vous commencez votre affaire. Vous êtes avant tout, pareil, comme nous, des passionnés. Donc, on vous remercie d'être venu. Et tu peux nous redonner un petit peu encore l'adresse où trouver ça? Alors bien sûr David, nous te remercions aussi de nous avoir invités, de nous avoir conviés pour cette petite interview, ce qui va, je l'espère, nous booster un petit peu maintenant, vous pouvez nous rejoindre sur le site prospectorshop.com. Vous avez tout l'ensemble de nos accessoires et de nos motifs qui sont achetables. Et aussi, je précise qu'à la boutique du fouilleur, on va garder un accessoire de chaque pour montrer à tous nos clients parce que ce genre d'initiative, il faut les mettre en avant. Merci les gars, à la prochaine. Merci David, merci à tous. Merci au fouilleur.